Bienvenue dans le débat sur France 24. On va revenir sur l'attentat raciste commis à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis. Attaque qui a fait 10 morts et 3 blessés samedi dans un supermarché de la chaîne Tops d'un quartier afro-américain de la ville. L'auteur de l'attaque est un suprémaciste blanc de 18 ans. Il était armé d'un fusil automatique. Avant le massacre, il a publié un manifeste raciste de 180 pages où il se définit comme fasciste, raciste, antisémite et il se réclame de la théorie complotiste du grand remplacement. Il indique aussi s'inspirer du massacre perpétré par un suprémaciste blanc qui avait tué 9 personnes dans une église du quartier noir de Charleston en 2015. Joe Biden est sur place, il est à Buffalo où il a pris la parole pour dénoncer la tuerie raciste qui est du terrorisme, a dit le président américain. Le suprémacisme blanc est un poison, a-t-il ajouté. Il est accompagné de son épouse Jill et il a rencontré également des survivants. Alors que représente la théorie du suprémacisme blanc aux États-Unis? Cette attaque raciste ouvre-t-elle une nouvelle fois le débat sur la vente d'armes dans le pays? Quel impact finalement cet attentat a-t-il dans la campagne à quelques mois des élections à mi-mandat? Que propose Joe Biden? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés François Durper. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Historien spécialiste des États-Unis, auteur de la BD Le Dernier Livre et c'est aux éditions Glénat. Bienvenue François encore une fois sur notre plateau. En face de vous, Maboula Soumaoro. Bonsoir. Bonsoir. Maîtresse de conférences à l'Université de Tours, spécialiste des États-Unis et des études africaines-américaines. Bienvenue à vous. Nous avons avec nous, en duplex de New York, John Rick MacArthur. Bonsoir, directeur du Harper's Magazine. Bonsoir. Et ancien reporter au Wall Street Journal. Bienvenue à vous. Avant de démarrer ce débat, on va écouter justement Joe Biden qui vraiment a évoqué ce terrorisme, comme il l'a dit. On l'écoute tout de suite. Ce qui s'est produit ici, c'est du terrorisme intérieur. L'idéologie de la suprématie blanche n'a pas sa place aux États-Unis. Ne rien dire, c'est être complice. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Et avant d'en débattre, on va redonner un peu de contexte avec ce sujet que vous allez voir, puisqu'on sait très bien que cet attentat en rappelle au moins 2 autres aux États-Unis, au Texas et en Caroline du Sud. Inès Olagaray. De sa sœur Célestine, il ne lui reste plus que ce portrait et les souvenirs des jours heureux. Toute une famille meurtrie, depuis la fusillade qui a frappé la ville de Buffalo samedi dernier. Joanne se trouvait aussi au supermarché lorsque l'assaillant y a fait irruption. Elle a échappé de peu à une mort certaine. Je pensais qu'elle était encore derrière moi. Tout le monde me disait d'aller me cacher à l'arrière du magasin pour sortir par une autre porte. Il y avait quelques personnes. Je leur ai dit que je cherchais ma sœur. Ce n'est qu'après la tuerie de masse, dans une vidéo postée par le meurtrier présumé sur les réseaux sociaux, que la famille Chaney a appris son décès. J'ai reçu la vidéo et je l'ai regardée. Il a tiré sur ma mère une première fois. Je l'ai vu allongé sur le sol. Il est revenu, il a rechargé son arme et lui a tiré à nouveau dessus. 10 Afro-Américains ont perdu la vie dans la fusillade. Un crime à caractère raciste selon les autorités. Le suprémaciste blanc, à peine âgé de 18 ans, est un adepte de la théorie complotiste du grand remplacement. Dans la communauté noire de Buffalo, le deuil a laissé place à la colère et à un sentiment d'insécurité. Être un homme noir aux États-Unis, pas seulement à Buffalo, c'est être une cible au quotidien. La cible des policiers, des suprémacistes blancs. On est constamment visé. J'ai peur pour ma vie. Je déteste dire ça, mais c'est quelque chose qu'on vit tous les jours dans cette société. En août 2019, 23 personnes, dont une majorité d'hispaniques, avaient été tuées dans une fusillade à El Paso, au Texas. 9 Afro-Américains trouvaient la mort en 2015 dans une autre tuerie de masse raciste à Charleston, en Caroline du Sud. François Durper, ce Peyton Gentron, qui est donc le tueur, est-ce que c'est un suprémaciste blanc, comme Dylan Roof en Caroline du Sud, comme Brenton Tarrant contre les 2 mosquées, on se souvient donc dans la ville de Christchurch? Oui, exactement. Et en fait, il s'inscrit en fait dans cette lignée-là. C'est un petit peu le cercle vicieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand ils commettent ce type de crime, ils s'inscrivent dans des crimes précédents
et ils appellent à des crimes futurs. Vous avez remarqué que le tueur de Buffalo, il avait une caméra sur son casque. Et cette caméra, c'était destinée à être en live streaming sur Twitch pour pouvoir inspirer. Il y a deux choses, faire du mal, mais aussi inspirer d'autres blancs pour dire aux blancs, vous êtes menacés. Très clairement, on passe d'un racisme classique, j'allais dire américain, le blanc est supérieur, à un racisme, on va dire, qui est inspiré de la théorie du grand remplacement, qui est une théorie française, on le rappelle, mais qui a des inspirations aussi, Henry Ford notamment, américaines, et qui dit le blanc, non seulement est supérieur, mais le blanc est menacé de submersion. On le verra plus tard, c'est pas uniquement ces tueurs qui le pensent, c'est diffusé dans la société américaine. Il y a de grandes chaînes de télévision comme Fox News qui en parlent extrêmement souvent. On y reviendra sans doute. On va y revenir. Maboula Soumaoro, est-ce que cette théorie du grand remplacement est de plus en plus répandue aux États-Unis ? Et c'est vrai c'est l'essayiste d'extrême droite, Renaud Camus, qui a d'abord popularisé cette théorie. Elle est devenue presque une théorie américaine aujourd'hui ? Je ne sais pas si j'aborderai les choses de cette façon, puisque je dirais que les États-Unis n'ont pas eu besoin de la théorie du grand remplacement telle qu'elle a été formulée depuis la France hexagonale, et qu'en plus, si on accepte cette théorie-là, on passe sous silence des siècles d'histoire états-unienne. Et donc, quand on parle de la communauté africaine-américaine qui a été visée dans ce cas-là, dans cet acte terroriste, quel serait le remplacement que constituerait une communauté qui est présente sur le territoire qui allait devenir les États-Unis depuis 1619 ? Oui, mais c'est lui qui l'utilise. Oui, c'est le tueur qui l'utilise. On peut se dire que c'est vraiment une ignorance totale de l'histoire, puisque autant dans le contexte européen et dans le contexte de l'immigration postcoloniale, on peut avoir des frayeurs complètement injustifiées de renversement démographique, autant lorsqu'on parle de la communauté africaine-américaine, on parle d'une communauté qui est indigène aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire dont la présence précède la constitution même de l'État-nation États-Unis. C'est-à-dire que les Africains-Américains sont là avant l'arrivée des vagues migratoires qu'on connaît bien. Donc ça vous surprend que le tueur ait pu utiliser, par exemple, cette théorie ? Non, ça ne me surprend pas, mais ça montre, c'est encore la preuve de l'ineptie que constituent ces analyses historiques. John Rick MacArthur, comment expliquer un tel écho de cette théorie du grand remplacement ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle commence à être banalisée aux États-Unis ? Le grand remplacement, ça a débuté il y a très très longtemps. Il y a beaucoup de gens paranoïaques aux États-Unis, mais les massacres contre les Noirs, il y en a eu souvent au début du XXe siècle, à Chicago, à Tulsa, dans le Oklahoma. C'était pas forcément avec des fusils, mais il y a eu des centaines et des centaines, des milliers finalement de Noirs assassinés tout au long surtout la première moitié du XXe siècle. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau ici, c'est peut-être la façon dont les tueurs se prononcent sur Internet. Avant de faire leur travail dégoûtant. Celui-ci a fait son truc avec le live streaming sur un ordinateur, ce qui est absolument hallucinant. Et ça, c'est, à mon avis, tant que je sache, c'est nouveau de présenter, de prononcer la haine actuellement, pendant qu'on tire. C'est extraordinaire. Et comment expliquer ça? Je ne peux pas l'expliquer. Donc, je ne vais pas essayer. Mais ce que je dirais davantage, en plus, c'est que le grand remplacement, c'est encore, du point de vue politique, c'est pas nouveau, dans le sens que il y a très longtemps, pas tellement longtemps, quand il y avait des grèves aux États-Unis, les années 20, les années 30, on cherchait à embaucher des Noirs pour remplacer les Blancs, pour briser les grèves, par exemple. Alors, cette paranoïa, ça existe depuis très, très longtemps.
Ça existe depuis très longtemps. C'est inséré dans le ADN américain. François Durper, mais là, Joe Excusez-moi. Biden... Oui, Joe Biden a tout de même... je fais réagir François Durper, John Rick. Joe Biden a tout de même parlé de ce poison du suprémacisme blanc. Donc, de cette théorie, d'ailleurs, du suprémacisme blanc, comment est-ce qu'on peut la définir pour les téléspectateurs ? Le suprémacisme blanc, très clairement, il est en augmentation forte. C'est 55% d'augmentation des groupes suprémacistes blancs entre une période très très courte, 2017-2019. Et c'est vrai que ce qui structure ce suprémacisme blanc, c'était la question très ancienne de la supériorité de, entre guillemets, la race noire. Ce qui se passe, la race blanche, ce qui se passe, c'est que, c'est pas une lubie, hein, le livre de chevet de Stephen Miller, qui est celui qui a élaboré la politique anti-migratoire de Trump, c'est Le Camp des Saints. Hein, c'est le livre de Jean Raspail, 1973, bien avant Renaud Camus. Et son idée, c'est la contre-colonisation. Hein. Maboula évoquait le fait qu'on ne peut pas parler, c'est très difficile de transposer ça à l'Amérique. Sauf que, qu'est-ce qu'ils se disent ? Et ce n'est pas uniquement les tueurs, c'est, je vous l'ai dit, Fox News. Je vous donne un chiffre incroyable. 1 Américain sur 3 aujourd'hui croit en cette théorie conspirationniste, je ne sais pas comment on peut la qualifier. 1 sur 3. 1 sur 3, un Américain sur 3 croit qu'il y a une politique des démocrates pour faire appel à l'immigration afin de faire des gains électoraux. Vous auriez un républicain sur le plateau, je vous garantis Stéphanie, il y a une forte chance pour qu'il vous dise « oui, pas exactement ça ». Et c'est beaucoup plus facile à faire passer que de dire « aujourd'hui, en 2022, les Blancs sont supérieurs ». Ils vous disent « nous sommes menacés ». Et ils vont vous rajouter, en 2050 d'ailleurs, le groupe blanc sera minoritaire aux États-Unis. Donc il y a une réalité de cette idée. Et d'ailleurs, cette réalité-là, vous la voyez, elle est les 3 gros crimes, on ne va pas y revenir. Le crime en 2019 dans une synagogue, 11 juifs tués Pourquoi ? Parce qu'ils laissent rentrer des envahisseurs. C'est ce que dit le tueur. L'année d'après, à El Paso, on tue des hispaniques parce qu'ils sont des envahisseurs. Et aujourd'hui, dans les 180 pages, on explique qu'il y a un génocide de la race blanche, on explique qu'il y a une extinction de la race blanche, et on fait le plus de publicité possible à ce crime pour réveiller la race blanche qui va être balayée. Ce qui est, comme le dit Maboula, une folie intégrale. D'abord parce que démographiquement, ça ne tient pas la route, et puis surtout parce que toutes les personnes qui rentrent aux États-Unis, alors on ne parle pas des Afro-Américains qui sont là depuis l'origine, mais s'intègrent aux États-Unis d'Amérique. Et ça, le grand remplacement, on n'en parle pas du tout, que ce soit ici d'ailleurs ou partout ailleurs. Maboula Soumaoro, on parle d'un loup solitaire lorsqu'on parle par exemple de cet assaillant qui raconte donc dans son manifeste s'être plongé en mai 2020 après un extrême ennui, je cite, dû au confinement contre le Covid-19 dans 4chan, qui est en fait un forum utilisé par l'extrême droite. Donc ce serait un loup solitaire qui aurait utilisé ce type de forum. Un loup solitaire, c'est ce dont on parle souvent quand on parle, par exemple, de la question des violences policières racistes. Non, je pense que là, on parle quand même d'un jeune homme de 18 ans, donc c'est un jeune homme. Et c'est peut-être le symptôme de quelque chose de plus large. À 18 ans, on ne va pas construire cet homme ce jeune homme comme un maître à penser ou comme quelqu'un qui aurait eu le temps et l'énergie, l'opportunité de penser les grands problèmes du monde et les problèmes des États-Unis. Non, on parle vraiment d'une expression d'une pensée raciste, ancienne, politique. Là, on a une résurgence de ce qu'on appelle le suprémacisme blanc aux États-Unis. Mais donc il y a une résurgence. Il y a une résurgence, mais cette histoire, elle est très ancienne. Elle est très ancienne, mais il y a une résurgence tout de même. Il y a une résurgence. Parce qu'on dit que c'est pas nouveau, mais est-ce que c'est ça qui est un peu nouveau aujourd'hui ? Non, en fait, ce qui est nouveau, c'est la configuration aujourd'hui. C'est l'accès aux armes. L'accès aux armes automatiques, on va y revenir, facilité, c'est Internet, c'est-à-dire que tout comme dans les années 50 ou 60, le mouvement pour les droits civiques avait bénéficié de l'intérêt médiatique et de la diffusion des images de violence du Sud dans le reste des États-Unis, dans le reste du monde. Là, c'est les suprémacistes qui s'emparent de cette puissance médiatique. Ça, c'est nouveau. La question du Covid, la question de de l'effondrement des programmes
programme de santé qui fait qu'il y a aussi beaucoup de problèmes liés à la santé mentale. Donc, qui est dans la rue? Qui peut faire quoi? Qui a accès à quoi aux États-Unis? C'est ça les grandes questions. Après qu'il y ait un jeune homme de 18 ans qui explose à un moment, ce n'est que la suite logique de forces sociales, politiques et historiques qui sont à l'œuvre depuis des années. C'est-à-dire qu'on peut pas seulement limiter cette action à l'idée d'un loup solitaire. Combien de loups solitaires faudra-t-il dans l'histoire des États-Unis pour comprendre que la question est structurelle? Jeanne-Ric, pour rebondir sur ce que vient de dire Maboula Soumaoro, c'est effectivement un phénomène structurel. Il y a tout de même, vous disiez, ça existe depuis longtemps, mais il y a tout de même cette résurgence aujourd'hui du suprémacisme blanc aux États-Unis, lié justement, on parle de ces émissions sur Fox News, peut-être qui alimentent les théories complotistes, notamment de ce présentateur qu'on appelle Tucker Carlson, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui véhicule un peu ces complots. On a parlé aussi beaucoup de Donald Trump, qui véhiculait aussi ces complots. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient une sorte de banalité et ce suprémacisme blanc, justement, en profite? Pas tellement, parce que encore, je voudrais préciser que dans les années, il y a 100 ans, dans les années 20 du XXe siècle, les massacres étaient prônés, subventionnés par des organisations très riches, comme le KKK, le Ku Klux Klan. Les gens qui se cachaient derrière des draps, finalement, et qui ciblaient les Noirs, mais d'une façon très organisée, alors qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu plus aléatoire. Et de blâmer un Tucker Carlson ou Internet seul, ça n'adresse pas, ça n'aborde pas la vraie question psychologique aux États-Unis. Oui, donc ça veut dire que c'est un loup solitaire quelque part. La vraie question psychologique, il y a des loups solitaires partout, mais qui sont célèbres dans le cinéma, dans la culture américaine. On applaudit le type qui se venge seul contre la société. C'est très Hollywood, tout ça. C'est très Clint Eastwood. Donc en fait, la culture de l'héroïsme américain est déviée. C'est ce que vous voulez dire? Oui, et du paranoïa. Mais encore, Tucker Carlson, c'est un comédien. C'est un type qui profite de la haine, bien sûr. Il gagne beaucoup d'argent en faisant sa comédie. Mais les gens qui voudraient voir une vraie suprématie blanche, c'est pas Tucker Carlson. Ce sont des gens dans l'ombre et ils sont minoritaires. Rappelez-vous qu'il y a pas très longtemps, on avait un président noir qui a été réélu avec une grande majorité. Alors on ne peut pas dire que l'Amérique est fondamentalement raciste, mais il y a quand même ce phénomène américain, et je dirais un peu psychologique, du type marginal qui se sent poussé au pied du mur et qui se venge. François Durper voulait réagir. Et ça, c'est très américain culturellement. Et c'est très Hollywood, c'est loué par Hollywood. Alors attendez, François Durper vous répond, Jean-Ric. C'est pas marginal là. En fait, on peut comparer avec l'histoire. Très bien, le premier crime, hate crimes, les hate crimes, on peut parler du génocide amérindien, c'était des crimes raciaux. Les lynchages, ils étaient quotidiens. Mais après, quand on parle du racisme contemporain, le FBI définit hate crimes et définit ça et on fait des statistiques depuis 1991. Il y a cette année plus de 8000 crimes de haine. C'est un record depuis 1991. Donc il ne s'agit pas de dire... on peut dire, oui, effectivement, le génocide des Amérindiens, c'était très grave. Et puis les lynchages, ils étaient très graves. Il y a que depuis une certaine... Et plus de la moitié... Alors 65%, attention, les hate crimes, ce n'est pas uniquement des crimes raciaux. Parmi ceux-là, c'est 65% de crimes raciaux. Parmi ces 65% de crimes raciaux, c'est plus de la moitié
afro-américains qui sont touchés. Par exemple, un tiers des universités de tradition afro-américaine ou de collèges ont reçu une alerte à la bombe au cours de cette année. Donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes contemporains. On parlait à l'instant de Donald Trump. Vous savez que d'octobre à décembre 2017, élection de Donald Trump, il y a eu une hausse de 26% des hate crimes, des crimes liés à ça. Alors après, ce qui ressort de l'histoire du pays, c'est où il se passe le crime. Il se passe dans un quartier afro-américain. Ça, c'est ça qui est anachronique. Qu'on puisse aujourd'hui dire East Side, Buffalo, c'est que des Noirs américains. C'est-à-dire que c'est afro-américain. Et ça, c'est lié au headlining, c'est lié à des décennies et décennies de ségrégation. Et ça, la presse américaine ne va pas en parler. Elle va dire effectivement, ce sont des ségrégationnistes. Elle va beaucoup moins parler du racisme structurel qui fait que en ce moment, dans l'urbanisme américain, oui, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a des questions raciales, il y a des questions aussi liées à la pauvreté. Et toutes ces questions-là, elles sont imbriquées. Mais il y a les deux choses. Il y a la partie émergée de l'iceberg, c'est 8000 hate crimes. Et puis, il y a la partie aussi de racisme systémique. Maboula Somoro, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire François Durper sur ce racisme systémique aux États-Unis, ce structurel. Mais ce que je veux dire, si on reprend ce que vient de dire François Durper, si on est à Buffalo et qu'on veut tuer des Africains-Américains, on sait où les trouver. On sait où les trouver spatialement et géographiquement. Mais la ségrégation n'explique pas forcément un acte comme celui-ci. Non, on parlait de la structure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des quartiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire toute la ville pour tomber sur un Africain-Américain quand on veut en tuer un. Et d'ailleurs, il est allé faire, pour revenir justement sur le criminel, il est allé faire un repérage, il est allé plusieurs fois, il est allé en mars sur place, il passait la journée, donc il a repéré effectivement. On sait que dans l'organisation urbaine, on sait que les Africains-Américains, et là on parle d'un quartier modeste, je veux dire, il peut y avoir des quartiers africains-américains beaucoup plus riches. En tout cas, dans ce cas de figure, là, on a un reflet de la ségrégation structurelle, parce qu'on parle de Buffalo, en plus de l'État de New York, on est dans le nord, on n'est pas dans le sud. Il y a c'est un État quand même de tradition démocrate, libérale au sens américain du terme. Et pendant longtemps, les États-Unis ont voulu croire, le nord des États-Unis a voulu croire qu'il était moins raciste que le sud. Et ça, on le sait depuis la fin de l'esclavage, depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, que cette question de la catégorisation raciale et des actes racistes, elle touche l'ensemble des États-Unis, et que ce soit pour les communautés raciales ou les communautés aussi qui regroupent des orientations sexuelles particulières. Il y a des crimes de haine qui visent les communautés LGBTQIA+. Je veux dire, on tue de tout. Et peut-être que la question, c'est un phénomène qui vient avec le 21e siècle, les réseaux sociaux. Non, il y a les polarisations peut-être aussi. Il y a la transformation de la société. Tout à l'heure, on a évoqué donc les évolutions démographiques. Et évidemment, oui, en 2050, les Blancs deviendront minoritaires aux États-Unis. Ça, c'est un fait scientifique, un fait statistique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de la position des Blancs par rapport à cette angoisse communautaire? Est-ce que cette angoisse communautaire doit se traduire en actes violents à chaque fois qu'il y a une évolution? À la fin de l'esclavage, l'émergence des premiers groupes suprématistes blancs sont liés à l'entrée des anciens esclaves sur le marché du travail, donc la compétition économique. Où le collègue qui est avec nous depuis New York a parlé des Africains-Américains qui étaient utilisés pour briser les grèves dans la période de l'entre-deux-guerres. Donc c'est ça aussi la question. Et en ça, c'est structurel. Parce que ça crée des peurs. Ça crée de la compétition économique et de la rivalité. Et donc, on se sent menacé. On se sent menacé, dépossédé, au lieu d'interroger le système qui organise toutes ces phases, en fait. John Rick, avant d'écouter, oui, vous allez réagir, mais j'ai une question encore sur justement ce jeune homme. Petite précision statistique, comme on parle de statistiques, c'est ironiquement la proportion des Noirs par rapport avec la population totale est en baisse. Alors, ce sont les Latinos qui sont en hausse. Alors, c'est tordu, c'est vraiment tordu. C'est vraiment tordu. Alors, c'est tordu en tout cas au point que Christopher Wray, donc le directeur du FBI, lui, il a dressé le constat de cette menace du suprémacisme blanc, de revenir à cela tout de même, John Rick, depuis longtemps. Et en fait, on a envie de se dire tout de même que le FBI est
passé totalement à côté de ce criminel qui s'est rendu sur place pour faire... il a 18 ans en plus, donc très jeune, et il s'est rendu sur place pour faire une sorte de... pour prendre des photos, examiner effectivement l'emplacement. C'était vraiment prémédité, c'était sur les réseaux, d'ailleurs sur un certain nombre de plateformes, c'est le Washington Post qui le dit aujourd'hui, qui a eu accès justement à 800 messages de ce tueur sur une plateforme de réseau social. Donc, on se demande comment aux États-Unis, effectivement, on lutte contre cela, alors qu'effectivement, c'était quand même clair qu'il allait commettre ce crime. Oui, et effectivement. Mais ce qui est vraiment, vraiment déchirant, c'est que c'est un jeune homme avec déjà un record un dossier assez clair sur ses intentions, soit permis d'acheter un fusil automatique dans un magasin près de chez lui, sans question. Alors, oui, on ne peut pas empêcher la folie, interdire la folie en Amérique, ni en France, mais on peut quand même poursuivre les pistes, et on ne peut pas, pour des raisons politiques. Si le FBI a l'air de soupçonner trop de gens, de regarder trop de proches les soi-disant terroristes trop souvent, il y aura absolument une réaction de Tucker Carlson et des Trumpistes qui vont dire, voilà l'État qui met son poids, qui pose son poids sur la population vertueuse. Et c'est vraiment une question politique et médiatique maintenant. On ne veut pas se présenter comme trop autoritaire envers les Trumpistes et vers les racistes. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de policiers, beaucoup de flics, beaucoup de gens de l'FBI qui sont tout à fait d'accord avec Trump, que la race blanche est menacée, que le petit bonhomme du coin qui a perdu son emploi à cause de l'ALENA ou de l'accord avec la Chine, à cause de la délocalisation, est menacé. Alors, il faut se taire. Alors, on va écouter justement... Oui. Vous parlez justement d'une affaire politique. Allez. On voit bien que c'est très politique, bien sûr, ce sujet. Et en l'occurrence, celui de la vente des armes aux États-Unis, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et Joe Biden, on se souvient de Barack Obama qui s'est exprimé un nombre de fois justement pour la régulation de ces armes aux États-Unis. Ce tueur avait effectivement possédé une arme automatique. On va écouter Joe Biden. Donc, c'était à Buffalo il y a quelques instants. Ce venin, cette violence ne peuvent pas être l'histoire de notre époque. Nous ne pouvons pas le permettre. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'il y aura d'autres tragédies. Nous ne pourrons pas y échapper. Mais il y a certaines choses que nous pouvons faire. Nous pouvons empêcher les armes d'assaut de circuler dans les rues. François Durper, c'est l'Arlésienne, on va dire, aux États-Unis, cette question de régulation des armes. Joe Biden peut-il aujourd'hui, avec cette petite majorité qu'il a à la Chambre des représentants, et alors encore plus vraiment très très petite au Sénat, est-ce qu'il peut faire passer une loi de régulation des armes aux États-Unis, fédérale ? Oui, ce qu'il faudrait, c'est une loi qui vérifie les antécédents. Hein. On sait bien qu'il y a le deuxième amendement, on ne va pas supprimer les armes aux États-Unis. Vérifier les antécédents, déjà, c'est impossible. Il faudrait une super majorité. C'est-à-dire 60, c'est impossible. Et puis, en plus, vous savez, même sur ce sujet, les démocrates ne vont même pas être au complet parce qu'il y a Manchin va pas Joe voter. Manchin, qui bien c'est sûr tout le temps la même chose. Alors, ce qu'il faut bien quand même retenir, c'est que la plupart des tireurs de masse ont en commun une chose. Ils ont acheté leurs armes légalement. De 1966 à 2019, c'est les chiffres qu'on a, 77% des tireurs de masse, c'est-à-dire 4 victimes, ont acheté légalement leurs armes. Dans le cas présent, le tueur de Buffalo, il va au Vintage Firearms, il demande, il a 18 ans, peu importe, et il demande à Bushmaster XM15, qui est exactement la copie de la R15. Il rentre chez lui. Qu'est-ce que c'est comme type d'arme ? C'est une arme automatique, c'est une arme de guerre. Arme automatique. Alors, quand même, une loi d'État formidable qui permet de la brider. Donc, on l'achète, il rentre chez lui, il prend une perceuse électrique, il retire le bouton de retenue qui permet de brider sa capacité, et il va à Buffalo avec une arme de guerre comme en Irak. Le même AR-15, comme en Irak, cela dit, c'est
abominable partout, hein, mais c'est une arme de guerre. Et il faut quand même préciser une chose, parce que vous dites arlésienne, c'est pas que arlésienne, c'est de pire en pire. 8 des 20 fusillades de masse les plus meurtrières de toute l'histoire du pays, c'est depuis 2014. Donc on est là dans une accentuation du phénomène, du fait sans doute aussi de la... J'allais dire de l'horreur de ce type d'armes, du fait aussi de la détermination de ce type de criminels et de l'effet copycat. Je vous rappelle, vous disiez que ce tueur, le FBI, qu'a-t-il fait? Il y a un article sur son blog en avril où il dit « Le FBI ne m'attrape pas, c'est sans doute qu'il veut que j'aille jusqu'au bout. » Vous imaginez son idée. Il imagine qu'il est soutenu par le FBI parce qu'il se dit « J'ai tellement écrit sur tous les réseaux que si le FBI ne m'attrape pas, c'est sans doute que... » etc. Mais un gamin de 18 ans, hein, il cache ses armes et il dit « J'espère que ma maman ne va pas trouver mes armes. » Il fait une infraction au code de la route. Il dit « J'espère que mon papa ne va pas le trouver et que je vais pouvoir aller massacrer des gens. » Donc on est là dans quelque chose de complètement ahurissant. L'école, ça a essayé de faire son travail parce qu'il avait dit je veux me suicider ou je veux tuer des gens. On avait fait une évaluation psychiatrique et au fait, ça n'a pas eu de suite au final. Maboula. Surtout, il est vivant. Et surtout, il est resté vivant. Enfin, je veux dire, c'est quand on peut comparer, ce cas de figure avec tous les cas de figure on va dire, de meurtre public ou de mort en direct face aux autorités états-uniennes. Donc là, ça va devenir très, très difficile de passer à côté de la question du racisme, et encore une fois, du racisme structurel aux États-Unis. Et sur cette question des armes, justement, Barack Obama est revenu à la charge un certain nombre de fois. Joe Biden, encore aujourd'hui, donc veut revenir à la charge. C'est peine perdue. C'est pas peine perdue. Je pense qu'il y aura des mobilisations et un activisme réalisé autour de cette question du deuxième amendement. Mais peut-être qu'il faut revenir aux fondamentaux et rappeler peut-être à l'auditoire français ce qu'est le deuxième amendement. Le deuxième amendement fait partie du document qui s'appelle The Bill of Rights. Et c'est sacré. On parle d'une constitution qui date de 1787 aux États-Unis. En France, par exemple, on est sous la 5e République. On n'est pas sous la 2e, 3e ou 4e constitution. On est aux États-Unis. Le document juridique qui fait foi dans le pays est un document qui naît de la Révolution américaine. Donc on ne le change pas comme ça. Les 10 premiers amendements sont des amendements sacrés. Et donc, il est possible pour toutes les personnes qui s'opposent à la régulation des armes et la limitation de l'utilisation des armes aux États-Unis, il est facile de prôner ou de mettre en avant le caractère sacré de la Constitution des États-Unis et de Bill of Rights, même si on pourrait très facilement rappeler que ce deuxième amendement, il entre en vigueur au moment où les États-Unis sortent d'une guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne, vont commencer leur grande expansion territoriale. Donc, quand on parle de l'État libre, de Free State, c'est le terme qui apparaît dans le deuxième amendement, on parle d'une jeune nation en danger qui veut se défendre. Et une jeune nation qui veut aussi élargir ses frontières. Donc, est-ce qu'on en est au même moment de l'histoire des États-Unis? Bien sûr que non. Non, mais il faut le faire comprendre. John Rick, pourquoi ce deuxième amendement est-il aussi sacré ? Mais ce n'est pas seulement l'expansion territoriale qui était en jeu. Il y avait aussi la peur d'être... on ne voulait pas que les soldats britanniques puissent habiter chez vous, simplement entrer chez vous et insister et dire que c'est ma maison. Alors il y a toutes ces traditions anti-militaires, anti-État qui jouent dans les émotions qui soutiennent le deuxième amendement. Mais je ne comprends pas pourquoi les politiciens sérieux, et Biden, finalement, ce n'est pas un politicien sérieux, à mon avis, ne prônent pas une modification du deuxième amendement. Ça serait vraiment pénible. Ça prend 3/4 des États pour approuver une modification de la Constitution. Donc c'est compliqué. Mais on pourrait au moins commencer un débat et dire, OK, dans l'État de New York, on va proposer une modification du deuxième amendement qui interdit les armes de guerre, ou je ne sais pas trop bien, le débat est déjà par les lancé. pistolets. Le débat est déjà J'invente lancé. ça sur place. Et
Excusez-moi. Oui, le débat est lancé, C'est déjà disait annoncé. Maboula. En plus, c'est vrai que Barack Obama, on se souvient tout de Moi, même. j'en ai pas entendu parler. Il y a Ok. des Le débat est lancé. des mobilisations anciennes et un activisme autour de la régulation des armes aux États-Unis. Sauf qu'ils n'ont pas gagné et que ça demande du courage politique pour les politiciens, les politiciennes qui sont en poste. Jean-Marie vous répond, attendez. Que Biden n'a pas. Biden n'est pas Il courageux, manque de c'est ce que vous courage dites. politique. Non. Mais il n'a pas la majorité non plus. S'il avait le courage, il monterait au créneau et il dirait. Et Barack Obama n'a pas été courageux non plus, Il faut John Rick. modifier la Constitution. Barack Obama Pas du tout. Mais, non, mais alors là, François Durand, vous répondez. Il avait très peur. Il avait très peur. On a entendu les politiques américains depuis les dernières heures. Il vous répond, François Durand. Oui, on a entendu les politiques américains depuis les dernières heures regretter. Alors, c'est même pas proposer une législation en matière d'armes, mais c'est plutôt regretter qu'ils ne puissent pas le faire. Nancy Pelosi, enfin, ils ont tous exprimé ça. Mais ils ont dévié le problème. Parce que à partir du moment où vous dites le port d'armes, c'est compliqué, c'est impossible, on n'a pas de majorité pour le faire. Là, il y a un crime raciste. Ouais, je suis désolé. À l'époque des lynchages, puisqu'on a commencé par parler de l'histoire américaine, les blancs racistes n'utilisaient pas des armes de guerre. Donc ça veut dire que même si on met les armes de guerre de côté, les lynchages ont toujours existé, ça va continuer. Donc là, il y a peut-être spécifiquement des mesures à faire pour limiter ces crimes racistes. Est-ce que c'est possible ? Je vous donne un exemple très concret. 82% des suspects liés aux crimes de haine entre 2005 et 2019 n'ont pas été poursuivis par la justice. Donc là, il y a une proposition très concrète que les procureurs fédéraux soient sensibilisés à cette problématique pour que ces personnes soient... Alors évidemment, dans le cas du tueur de Buffalo, 10 morts, etc. Mais je parle de l'alerte à la bombe. Je parle de la lettre d'insulte raciste, de toutes ces choses qui sont à l'intérieur du crime de haine et qui doivent être suivies en justice. Ça, c'est une proposition extrêmement concrète. Et peut-être d'un mot, je vois que le temps passe, ne pas faire croire non plus que c'est spécifiquement afro-américain. On sort d'une période où la population asiatique américaine a souffert, d'ailleurs, dans la modernité, j'allais dire entre guillemets, du crime de haine. Le premier, c'est 1982, c'est Vincent Chin. Et les deux suprémacistes blancs, vous savez pourquoi ils le tuent, cet Américain d'origine chinoise ? Parce qu'ils en ont marre des fermetures industrielles dans l'automobile et ils s'en prennent à l'industrie japonaise. On dit c'est un Américain d'origine chinoise, quel rapport avec le Japon ? Là, on a encore eu, la semaine dernière, un attentat dans un magasin coréen. Pourquoi ? Vous le savez ? Parce que Covid-19, Donald Trump a parlé d'un virus chinois. On a ça sur toutes les chaînes d'extrême droite américaine, virus chinois. Et donc les Coréens, et même d'ailleurs les Américains d'origine chinoise, n'ont pas à subir plus que ça. Mais vous avez là non seulement c'est criminel, évidemment c'est complètement idiot. Et vous avez un sociologue américain, Ruslan, qui est très, très intéressant pour dire qu'il y a une matrice globale, mais que chaque communauté aussi subit et souffre de ce racisme. C'est un problème de justice, Maboula, selon vous, selon Mao ? Oui, c'est un problème de justice, c'est un problème d'égalité, d'équité, de protection, et la protection équivalente pour tous les citoyens. Comme je le disais tout à l'heure, qu'on tue des personnes issues des communautés LGBTQIA ou des juifs ou des asiatiques, un peu plus en ce moment, des latinos, des africains, américains. Enfin, on parle vraiment de l'ensemble des communautés qui constituent cette nation états-unienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans la question de l'immigration et de ce pays qui se verrait comme recevoir actuellement des vagues. Non, on parle de personnes qui constituent depuis des siècles cette nation états-unienne. Donc il y a un traitement inégalitaire et qui est très ancien. Ce traitement inégalitaire, oui, on peut remonter aux populations autochtones, on peut aller jusqu'au lynchage de la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, des attaques contre les populations latinex entre les deux guerres. Enfin voilà, il y a des crimes racistes aux États-Unis. Il y en a eu avant que l'État fédéral ne parvienne à mettre en avant cette idée de crime de haine. C'est-à-dire que les crimes ont précédé la qualification juridique. C'est un progrès quand même. C'est un progrès quand même. François, pardon. John Rick, justement, une réaction sur cette problématique de justice aux États-Unis. Est-ce que ceux qui effectivement commettent ce type de crime ne sont justement pas vraiment jugés et que c'est ça aussi la question ?
ben, on est jugé si on commet un crime aussi spectaculaire que celui du Buffalo. Il sera incarcéré pendant le restant de sa vie, sans doute. Mais le système de justice, le système juridique aux États-Unis est complètement biaisé contre les Noirs. Alors, c'est vraiment, ça c'est historique. Et la police, en général, est dominée par des Blancs. Et on voit, après 1 an, 2 ans après le meurtre de George Floyd, il y a toujours des Noirs vraiment assassinés par des policiers blancs pour des raisons aléatoires. C'est absolument incroyable ce qui se passe aux États-Unis. Mais rien ne change. Sauf que ce qui est vraiment gênant, c'est d'entendre les politiciens appeler à l'unité après les massacres. C'est pas sérieux. C'est simplement pas sérieux. Il faudrait attaquer juridiquement les processus tordus de la justice américaine. Et on ne le fait pas. Il y a pas. C'est un peu inséré dans le système fédéral, bien sûr. Nous avons 50 États avec 50 codes criminels. Mais quand même, mais Biden déjà faire John Rick, plus si chacun des États... Pardonnez-moi, le maire de Buffalo a demandé, lui, un contrôle des armes, ne serait-ce que sur sa ville. Il pourrait le faire, théoriquement? Oui, il y aura bien sûr un procès entamé par le lobby des armes à feu et dans 2 ans, la Cour suprême probablement va abroger la loi à Buffalo. Mais il faut quand même faire un effort, mais il faut faire un effort aussi au niveau fédéral. Et nous n'avons pas un président qui a le courage vraiment d'affronter le lobby des armes à feu. Quel est le président? Vous pouvez en citer un? Il y en a eu un courageux à vos yeux? La tension entre l'État fédéral et les États, elle est ancienne. Jimmy Carter. Oui. Entre la tension entre les États fédéraux. Plus courageux. François Durper, vous réagissez, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, d'un mot, peut-être terminer sur peut-être un mot positif, parce qu'on a parlé 50 minutes des suprémacistes blancs, il faut parler de tous les Américains qui ne sont pas des suprémacistes blancs. C'est la sociologie américaine, je parle sous le contrôle de Maboula, vous explique quand même que depuis ces dernières années, il y a des indicateurs positifs en matière de tolérance raciale, notamment sur la question des mariages interraciaux, où ça a considérablement évolué. Alors ça dépend des communautés, mais en tout cas, dire est-ce que ça c'est important. Il y a aussi la question de la représentation des minorités dans les séries, au cinéma, etc. Ça a beaucoup changé. Vous vous rappelez, en 2014, il y avait cette étude qui montrait que 89% des femmes noires étaient présentées comme des femmes agressives. Maintenant, il y a des productrices afro-américaines. Mais donc, ça vous avez des choses de mourir. Ça ne les empêche pas de mourir. Il y a des évolutions quand même dans la société américaine. Oui, peut-être que l'évolution, je suis d'accord sur certains points, mais l'évolution majeure, pour moi, c'est la fin de l'impunité. Et c'est ces débats nationaux et internationaux. Avant, ces crimes-là se passaient dans l'impunité la plus totale. Donc il y a un progrès de ce côté-là. Il y a un mini-progrès et il en faut beaucoup plus. John Rick, le mot de la fin, il y a quand même un mini-progrès. Bon. J'ai parlé tout à l'heure de l'élection de Barack Obama. C'était un énorme progrès. On a eu 2 mandats, un président noir qui a été élu pour 2 mandats, c'est extraordinaire. C'était impensable il y a 60 ans, 70 ans. Alors, on fait des progrès, mais pour contrôler les fous et les racistes, il faut prendre des mesures plus sérieuses. Et pour ça, il nous faut une volonté au niveau fédéral qui commence par le président, la Maison-Blanche, le département de justice. Et ils ont très peur d'affronter les Trumpistes. Merci, John Rick MacArthur. C'est un pays qui a failli connaître la sécession. Quand l'État fédéral a voulu s'imposer, on sait ce que ça a coûté aux États-Unis d'Amérique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. John Rick MacArthur, vous étiez avec nous en direct de New York. Merci à vous, Maboula Soumaoro. Merci d'avoir été avec nous. Merci François Durper. Votre BD, le dernier livre, c'est chez Glénat. Je le signale encore. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24, bien sûr.